c'est cette fameuse question de la participation des habitants aux affaires de la cité. Et donc la grande question, c'est comment effectivement associer les citoyens aux projets locaux et aux décisions politiques qui les concernent, au-delà, comme ça a déjà été dit tout à l'heure, d'une simple démarche de consultation. Car tout le monde est d'accord, quoique, j'y reviendrai, on ne peut pas se passer de la force créative, innovante des citoyens qui doivent être invités à partager, à construire le bien commun et l'intérêt général. Donc tout ce mouvement de mise en responsabilité des citoyens, de mise en solidarité, de coproduction autour de l'intérêt général, en temps de crise comme aujourd'hui, c'est effectivement un grand sujet. Alors, dans la logique de mon propos, je commencerai peut-être par brosser ce qu'il y a le plus désagréable, puisque comme ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les limites de cette affaire, mais dans le seul but de pouvoir mettre en perspective et d'appuyer plus fortement tous les leviers et les potentialités dans notre société française qui sont loin encore d'être exploitées. Il y a 30 ans exactement, on est en 2013, en 83, le fameux rapport d'Hubert Dubedou, le maire de Grenoble, qui a écrit un rapport « Ensemble refaire la ville », un rapport fondateur de ce qui sera après la politique de la ville, et qui écrivait « Rien ne se fera sans les habitants », il y a exactement 30 ans. Et d'ailleurs, tous les propos développés dans ce rapport sont encore évidemment d'actualité. Et aujourd'hui, je crois qu'il est important de le souligner, c'est de plus en plus la conviction, notamment des élus locaux, des maires, qu'on ne peut plus gouverner, notamment les villes, sans associer au quotidien les populations aux décisions. Et ça, je crois quand même que c'est une évolution de fond, car finalement, la légitimité et la qualité des décisions politiques dépendent finalement aujourd'hui autant du fond que de la forme, c'est-à-dire autant de la façon dont elle est mise en œuvre, voire évaluée, que de son contenu, proprement dit. C'est important puisque cette question-là met toujours en tension la démocratie représentative et participative. Et aujourd'hui, certes, on considère que l'élu décide, a le dernier mot en dernière instance, car il représente quand même la légitimité du suffrage universel, qu'il a désigné pour accomplir un projet pour lequel il sera évalué en fin de parcours. La véritable évaluation, c'est l'élection. Mais dans l'intervalle, effectivement, des élections, eh bien oui, on doit enrichir ce projet pour lequel on a été élu d'un effort d'association, d'implication des citoyens, de concertation, voire même de co-élaboration. La démocratie, ça ne se résume pas au bulletin de vote et au calendrier électoraux. Et là, et donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est de développer la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie participative, en complément de la démocratie représentative. Et là, il n'y a pas qu'un effet de mode, un effet pour être tendance, pour être dans l'air du temps. Véritablement, c'est devenu une nécessité pour non seulement améliorer, je crois, la qualité des décisions, mais c'est aussi un outil d'intégration individuelle et sociale, de transformation des relations entre les habitants et les institutions, et notamment dans la restauration d'une certaine confiance qui, notamment dans les quartiers de la politique de la ville, est plus ou moins dégradée, dans la confiance des habitants, dans leurs institutions et dans leurs élus. Et donc, plus généralement, c'est un élément fondamental, finalement, de revitalisation de ce qu'on appelle la cohésion sociale, voire le vivre ensemble. Et dans certains quartiers, pas pour les stigmatiser parce que c'est plus général, mais là où l'abstention électorale est très élevée, là où le soupçon, il faut bien le dire, vis-à-vis des élus est aussi de plus en plus enraciné, les conduites de violence, le retrait, le silence aussi des populations, tout cela contribue à affaiblir le vivre ensemble. Et les pratiques participatives permettent, de ce point de vue-là, véritablement d'ouvrir, on est tous d'accord, les espaces publics pour éviter le pur repli ou la violence, et donc contribuer à régénérer effectivement la démocratie représentative de ce point de vue-là. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est moins la légitimité, la nécessité de la démarche aujourd'hui qui est en question que son opérationnalisation, c'est-à-dire comment faire pour que ça marche. Je crois qu'on est dans la société française dans une phase, dans une étape d'évaluation critique de la démocratie participative et qui n'implique pas du tout de renoncer justement à poursuivre les innovations et les expérimentations. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui on est en train d'accoucher d'un travail, et ce forum y participe d'ailleurs, de clarification de la démarche qui est en mesure, et avec des calendriers aussi politiques, la réforme de la politique de la ville, le futur acte 3 de la décentralisation, etc., qui est en mesure donc d'amplifier
le niveau de participation, je crois, effective des habitants à la construction des décisions et aussi de conforter et de faire savoir l'existant, tout ce qui marche sur le terrain, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, ou pour le dire, je préfère le terme sur le québécois, tout ce qui pourrait relever des pratiques inspirantes. Et donc aujourd'hui, et je l'ai vu dans un travail approfondi dans 10 villes françaises, on est en train de redéfinir les objectifs et les résultats attendus de la démarche, et on est en train de s'y employer, et comme je disais tout à l'heure, avec un potentiel qui est loin d'être exploité. Et tout l'enjeu, il est simple mais extrêmement difficile à concrétiser, c'est faire en sorte finalement que la société civile passe, en tout cas pour la société française, du statut de consulté au statut d'acteur. D'abord, il y a véritablement de plus en plus, je crois, même si il y a une tension entre suffrage universel et participation, démocratie représentative et démocratie participative, ça correspond de plus en plus à une volonté politique, et notamment à une volonté réglementaire, puisque c'est frappant de constater ces dernières années que la participation, la délibération sont devenues de plus en plus une exigence des politiques publiques, notamment des politiques urbaines, et sous l'impulsion de très nombreux, en réalité, textes législatifs inscrits dans la loi, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, et qui inscrivent le principe de concertation des habitants. La politique de la ville, je l'ai dit tout à l'heure, la mise en œuvre des conseils de quartier qui sont obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants, plus récemment le programme de rénovation urbaine dans les quartiers de la politique de la ville, où les maires sont fortement invités à associer les habitants comme condition de réussite des projets locaux. Beaucoup d'autres textes, aussi législatifs, incitent, voire obligent à mettre des dispositifs participatifs sur les questions d'environnement, de démocratie de proximité. La loi Barnier, par exemple, en 1995, sur l'environnement, qui sera inscrite dans la Constitution en 2005. Mais de facto, il est important de noter que la participation devient quelque chose de plus en plus institutionnalisé par les textes de loi. Et par ailleurs, extrêmement significatif aussi, c'est effectivement l'évolution des politiques sociales et d'insertion, qui de plus en plus inscrivent un nouveau rôle aux bénéficiaires et qui est un rôle précisément d'acteur. Je pense à la loi de lutte contre les exclusions de 1998, la loi de 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, la loi de 2007 de réforme de protection de l'enfance, le RSA également, qui inscrit la participation dans les commissions interdisciplinaires comme de droit, la logique qui soit associée au pacte territorial de l'insertion et donc à la gouvernance générale de l'insertion. Et donc tout ça montre que dans la conception législative la plus noble, la plus haute de la participation, eh bien, les bénéficiaires sont véritablement définis comme devant être les acteurs invités à co-construire la gouvernance des politiques sociales. Et ça, c'est quand même une évolution. Et la création, d'ailleurs, en 2012, d'un 8e collège au sein du Conseil national de lutte contre les exclusions, qui regroupe des personnes en situation de pauvreté et de précarité, est une évolution tout à fait significative. Donc, à travers tous ces différents textes, c'est ça que je voulais dire, se joue une évolution véritablement de fond, valorisant le droit de ce qu'on appelle les usagers et de leur implication dans ce droit, et véritablement dans une perspective de co-construction. Donc, cette nécessité d'un recours, alors il y a beaucoup de termes consacrés, à l'expertise citoyenne, aux usagers experts, à la maîtrise d'usage, etc., etc. Sur le terrain, il y a une diversité de pratiques, une variété d'objectifs qui sont poursuivis, et du coup, je reste prudent dans une analyse trop généralisante, puisque précisément, en raison de l'hétérogénéité des pratiques et des situations en fonction du terrain, il est difficile d'avoir une analyse trop tranchée sur ces sujets pour cerner finalement ce que recouvre cette notion vague de participation. En réalité, derrière la participation, il y a différentes échelles de participation, puisqu'il faut distinguer les logiques d'information vis-à-vis des citoyens, les logiques de consultation, les logiques de concertation et de participation. Et la participation, le plus souvent, dans l'échelle la plus haute, on entend co-construction. Dans les faits, dans ce que j'ai observé, on combine pragmatiquement ces différentes échelles d'intégration des habitants dans la participation en fonction des sujets, des projets locaux, etc. Et le plus souvent, on sait bien faire, et encore que, information, consultation et concertation, mais là où on doit franchir le pas, c'est bien dans la co-construction. Et l'entrée dans un nouvel âge de la participation consisterait à franchir l'étape de la décision. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que cette évolution est d'autant plus importante à souligner qu'elle s'est aussi accompagnée, paradoxalement, mais il faut le souligner, d'une offre, entre guillemets, très variée de dispositifs participatifs. Beaucoup d'outils
susceptibles de mobiliser les citoyens. Les conseils de quartier, les comités consultatifs des habitants, les conseils divers et variés, conseils de la diversité, conseils de la jeunesse, conseils de la santé, les centres sociaux, évidemment, sans oublier les associations, des budgets participatifs, des jurys citoyens, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive, sans oublier aussi les outils quantitatifs, parce que beaucoup de villes ont été innovantes par l'outil Internet. Il y a des forums participatifs sur Internet à l'échelle des villes et des intercommunalités qui interrogent régulièrement des panels représentatifs des citoyens qui viennent conforter les outils qualitatifs comme les centres de quartier. Je pourrais les énumérer, c'est extrêmement long et extrêmement instructif, puisque ça montre, contrairement à une idée répandue, qu'il se passe des choses dans la société française, qu'il y a une réalité d'une dynamique participative. Toutefois, paradoxalement, pour le dire un petit peu rapidement et brutalement, malgré cette diversité des outils, on est en but, il faut bien le dire, à un certain nombre de limites. Et c'est le troisième point que je voulais vous relater, et qui se résume, enfin qui converge vers l'observation, et on est en train d'essayer de réenchanter tout cela, pour le dire comme ça, une vague d'essoufflement quand même des instances consultatives, notamment des conseils de quartier. Les réunions, le plus souvent, sont fréquentées par quelques habitants, toujours les mêmes, des habitués. La moyenne d'âge est en général 65 ans, et les intérêts qui sont discutés ne sont pas forcément porteurs d'enjeux très collectifs. En tout cas, 3 limites, je crois, peuvent être soulignées par rapport à ces instances consultatives et participatives. La première, c'est ce que je viens de dire, c'est l'habitant toujours absent. C'est-à-dire que le constat est fait d'une difficulté à mobiliser, à faire venir les habitants, et en particulier les ménages qui sont le plus en situation de difficulté économique et sociale, et qui ne se sentent pas toujours légitimes en réalité à émettre une opinion et à faire des propositions. Et donc il y a un creux de la participation entre, je dirais, l'habitant toujours absent et l'habitant toujours présent. Pour le dire comme ça. C'est ce qu'on pourrait appeler le plafond de verre de la participation. Premier enjeu, c'est la question de la représentativité politique et sociologique de cet espace public de la concertation qui se pose dans toutes les villes. Et là, il y a un véritable travail de fond. Et j'y reviendrai parce que je crois que le centre social, justement, a particulièrement un rôle à jouer là-dedans. La deuxième limite, c'est la confusion, pour le dire comme ça, qui s'installe progressivement entre démocratie participative et la notion de proximité, de démocratie de proximité. Puisque cette démocratie participative, elle accompagne l'objectif d'être le plus proche des populations, d'adapter la décision à la spécificité des quartiers et des habitants. Mais du coup, conseil de quartier notamment, le débat avec le citoyen devient un débat avec non pas le citoyen, mais avec un habitant dans son quartier, mon logement et mon trottoir, j'allais dire. On appréhende finalement dans le format beaucoup plus des habitants que des citoyens. Et que donc, on les met dans une posture où on ne peut que revendiquer une amélioration de l'environnement immédiat, et les populations ne sont donc pas invitées, de ce point de vue-là, à opérer une confrontation avec les habitants des autres quartiers, et laissant d'ailleurs aux élus la responsabilité d'opérer la synthèse et l'arbitrage des différentes demandes. Et donc, à l'échelle de la ville, qui de plus en plus se fragmente en population et en quartier, eh bien, la participation devient alors un exercice plus ou moins fragmenté, puisqu'elle superpose des petits cercles de personnes qui s'estiment proches en fonction d'un certain nombre de critères. Mais du coup, certes, ça participe de l'hétérogénéité de la diversité de la ville, mais le problème, c'est que le risque, c'est que la démocratie participative finisse par reproduire non seulement la diversité de la population de la ville, mais ses fragmentations. Et là, je crois que c'est fondamental, puisque être proche, la proximité, eh bien, ce n'est pas suffisant pour contribuer au développement social et démocratique. Le troisième point, c'est aussi le principal point d'achoppement, c'est le fameux lien entre participation et codécision. C'est-à-dire, quel est le niveau d'influence ou de pouvoir dont disposent les habitants qui participent. Or, beaucoup d'observations, même si on peut prendre des cas exemplaires, montrent qu'on dépasse rarement, dans la société française, la consultation, c'est-à-dire la recherche d'une adhésion à une décision plus ou moins déjà prise, pour le dire caricaturalement. Et en somme,
Et je pense que les quartiers de la politique de la ville que je connais bien sont un exemple emblématique, puisque c'est là, d'ailleurs, paradoxalement, où on somme les habitants de participer le plus, d'être les héros de leur situation, c'est qu'on encourage depuis bien longtemps une participation des habitants à laquelle on croit peu, finalement. De nombreuses observations conduisent à souligner effectivement une difficulté des acteurs institutionnels locaux à négocier dans le temps des relations de confiance avec les populations et puis les initiatives informelles, les actions de terrain qui émergent. Et ce qui se trame, c'est que paradoxalement, ce qui est un avantage, c'est-à-dire la présence de l'État, des collectivités locales dans les quartiers, etc., fait que celles-ci, ces institutions, ont tendance aussi, sans qu'elles s'en rendent compte forcément, à vouloir encadrer, voire parfois étouffer les formes de la mobilisation, et qui alimente du coup un rapport de méfiance réciproque permanente entre habitants et institutions. En France est fortement ancrée la conviction que seule la légitimité électorale compte, et qu'on considère assez rapidement que les formes de la revendication d'une autre légitimité que le mandat électoral est une menace pour la démocratie représentative. Et du coup, finalement, on en vient à faire de la participation beaucoup plus un devoir de citoyenneté que le moment de la construction d'un pouvoir des habitants. Et du coup, en particulier dans les quartiers de la politique de la ville, si j'enfonce le clou, si j'étais un petit peu méchant, il me semble qu'on développe largement un lien un peu paternaliste avec la population, où on met en œuvre des offres de services de façon un peu descendante et verticale, et la participation dans les quartiers de la politique de la ville, si on regarde la gestion des émeutes notamment, est beaucoup plus un moyen de gérer les désordres sociaux plutôt que de renforcer les capacités des populations à intervenir sur leurs conditions de vie. On est très ambivalent, me semble-t-il, sur cette question en France. Et je crois que historiquement, on paye peut-être encore, même si c'est en train de changer, le poids historique d'une certaine rigidité de l'action publique française. Donc on est dans une injonction un petit peu paradoxale. Mobilisez-vous, soyez autonomes, mais pas sans nous, les institutions. Donc il y a toujours ce thème de la participation plus ou moins contrôlée qui est là. Donc paradoxalement, je le souligne, les institutions ont parfois la main un peu trop lourde sur les habitants. Et donc, tout ça concourt à l'observation quand même qui fait consensus qu'en France, on est dans de l'information descendante. Il est bien difficile de révolutionner, pour le dire comme ça, le fonctionnement de l'action publique ancré en France depuis des siècles dans une logique descendante, centralisée et assez méfiante vis-à-vis des corps intermédiaires. Il faut dire que les obstacles sont nombreux parce qu'il y a aussi historiquement, je crois, l'effritement de l'organisation politique de ce qu'on appelait les classes populaires aussi, qui peinent à s'organiser en acteurs collectifs, particulièrement parmi des populations qui sont en situation de difficulté économique et habitante. Donc, si on rajoute à ça le poids de la culture administrative française, qui fait que aussi la participation se heurte à la complexité de nos dispositifs, parce que ça pose évidemment un problème de lisibilité de l'action publique, non seulement pour les populations, mais pour aussi ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques. Et que, bien trop souvent, on empile les mesures les unes sur les autres, avec une cohérence qui est difficile à mettre en œuvre, mais sans véritablement associer donc les populations aux décisions, ce qui alimente toujours un sentiment de frustration. Cette logique de réglementation des politiques sociales, d'empilement de dispositifs, fait qu'il y a une complexité administrative de la procédure qui finit par tout écraser. Le risque est de passer aujourd'hui plus de temps à exécuter des dispositifs et à gérer la complexité des situations administratives qu'à disposer de notre temps à la créativité, l'innovation et le développement. Que fait-on alors, au final? Est-ce qu'on abandonne la démarche? Est-ce qu'on fait de la participation finalement un outil de management des politiques publiques où on va associer pour améliorer efficacité et efficience, pour améliorer la transversalité de l'intervention et améliorer le service rendu? Ou est-ce qu'il est question, ce n'est pas tout à fait la même chose, d'impulser des groupes d'intervention plus autonomes qui visent à redonner le fameux empowerment à la française? L'empowerment, c'est redonner du pouvoir aux individus dans leur vie personnelle et collective, le nouveau concept horizon de la politique de la ville. L'empowerment devient aussi un nouveau terme à la mode qui vient des pays anglo-saxons et québécois. En tout cas, le constat des difficultés évidentes de la participation ne signifie pas d'arrêter de chercher et d'innover. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on est en face à la fois d'une question de méthode, mais plus profondément
à ce qu'on pourrait appeler une révolution, à la nécessité d'une révolution culturelle de l'action publique. C'est-à-dire dans la façon de construire l'intérêt général, d'articuler la participation à la démocratie représentative et à faciliter l'autonomisation, l'émancipation des populations en difficulté. Et de fait, il y a plusieurs conditions. D'abord, j'ai observé que dans les villes où la participation fonctionne, honorablement, on va dire, eh bien, elles doivent d'abord un engagement politique très important, et en premier lieu du maire. Et donc, derrière, une implication active des élus et des fonctionnaires. Ensuite, cette volonté politique, qui est indispensable, je le précise en amont, parce que beaucoup d'élus encore résistent, parce qu'ils considèrent que c'est le mandat qui compte. Donc cette volonté politique doit être accompagnée, je dirais, d'une gouvernance organisée. Donc, je pense que la participation, de ce point de vue-là, ce n'est pas qu'un mythe. C'est une exigence, mais il faut reconnaître également une difficulté. Et elle se met en place au prix d'un long travail, de longue haleine, laborieux, où on ne sait pas trop où on va, et qui nécessite du temps. Sachant aussi que la participation n'est en aucun cas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen, d'autant plus qu'il faut faire attention, dans un contexte de crise et de déficit public, la participation n'agit pas en tant que telle sur les parcours sociaux des individus, sur les inégalités structurelles. Ce n'est pas la baguette magique permettant dans un même mouvement de transformer, révolutionner l'action publique et de transformer le fonctionnement démocratique qui n'est encore pas suffisamment développé. Et que l'enjeu de ce point de vue-là, c'est effectivement de franchir une étape, d'aller au niveau de la codécision, mais en affichant, je crois, mais ça peut être un débat, le respect du suffrage universel. Que si la démocratie participative est une exigence et une nécessité, elle n'a pas forcément toujours raison. Je veux dire que l'élu, malgré tout, doit avoir le dernier mot et assumer son choix. Puisque je l'ai dit, l'évaluation finale, c'est l'élection. Donc, je pense qu'elle est absolument légitime, nécessaire à peu près sur tous les sujets, mais elle ne doit pas conduire à ce que les élus renoncent à leurs prérogatives, à leur métier qui est prendre des décisions. Et que parfois le maire aussi doit gérer la complexité des intérêts particuliers, des lobbies divers et variés, pour le dire brutalement. Et que donc ce premier enjeu, c'est quel est le bon équilibre, le bon dosage entre la démocratie représentative et ce qu'on peut appeler la démocratie continue, participative au quotidien. Comment concilier participation et leadership du mandat électoral. Ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième enjeu, je crois, c'est aussi la réintégration quand même, si on va notamment dans les quartiers de la politique de la ville, dans la sphère politique et de décision des populations qui s'éloignent de plus en plus du vote. Et je me permets de rappeler, j'ai cité Hubert Dubedou, le maire de Grenoble, qui a écrit en 1983 son rapport fondateur, mais depuis 1983, depuis 30 ans donc, on assiste de façon récurrente en France, il n'y a que l'Angleterre qui fait comme nous, à la résurgence d'émeutes extrêmement violentes où on franchit des paliers et une installation, un enquistement de la ségrégation et de la violence. C'est quand même un vrai sujet, sans oublier ce que j'appelle les conduites de silence, qui sont encore plus spectaculaires, c'est-à-dire un enfermement dans des cercles très étroits. Le troisième enjeu, c'est d'essayer d'élever le débat et de les sortir, je crois, des enjeux de proximité, qui sont légitimes. Mais comment, pragmatiquement, essayer de diversifier dans les instances consultatives le débat vers le faire société, sur la cohésion sociale, parce que c'est quand même le sujet donc, de réintroduire du politique au sens noble du terme. Et comment faire en sorte que des instances consultatives puissent articuler les enjeux autour du projet urbain des villes et du projet humain, dans un objectif de proposition notamment. Et le quatrième enjeu, c'est le regard, notamment des institutions, que nous portons sur les populations. Puisque, en France quand même, et un détour par le Québec nous en convainc encore plus, on appréhende trop souvent les populations, les individus, en fonction de ce qu'ils ne sont pas, ou ce qu'ils devraient être, mais pas en fonction de ce qu'ils sont. Et je crois qu'on a un problème culturel qui fait qu'on voit beaucoup plus le problème que les capacités, les habilités. Et je crois qu'il y a un enjeu de... Alors on le dit depuis un certain temps déjà, mais le changement de posture de l'intervention, changer le regard, et encore une fois, les quartiers de la politique de la ville me semblent emblématiques, puisque finalement le discours social et politique sur les quartiers fait toujours de ces quartiers des territoires hors normes, et à l'image de la conception de la politique de la ville, qui vient traiter des carences des territoires, la rénovation urbaine, pour un retour au droit commun,
montrant que les quartiers sont toujours définis de façon négative par la somme des écarts statistiques à la moyenne de l'agglomération avec les taux de chômage, etc. etc. Donc, et la politique de mixité sociale, entre parenthèses, qui est un objectif tout à fait merveilleux, il n'y a pas de souci là-dessus, mais poursuit comme objectif de faire de ces quartiers des quartiers normaux. Donc en creux, ils ne le sont pas. Et donc, évidemment, l'intervention publique de ce point de vue-là véhicule une représentation comme zone à détruire pour beaucoup plus que territoire à valoriser. Il faut apprendre à pratiquer l'idée de quartier en projet, en devenir, en potentialité. Parce que le traitement des déficits impose une vision sur la compensation et la remise à niveau qui devient, je crois, un élément du problème des banlieues. Parce que ça enferme l'action publique, notamment la politique de la ville, dans la réparation, dans une vision réparatrice, à l'image plus généralement de la politique sociale, qui est indispensable en temps de crise, je me fais bien comprendre, mais qui bloque, qui rend extrêmement difficile, ce qui est un enjeu selon moi, la possibilité d'une approche plus préventive en amont des situations, plus participative également et émancipatrice. Donc les quartiers, on le sait, ce n'est pas qu'un problème, c'est un terrain d'aventure, un vivier où on a beaucoup à apprendre et surtout à construire. Il faut franchir une étape sur les métiers du développement au sens québécois, sur les organisateurs communautaires, sur les organisateurs de quartiers, le fameux pouvoir d'agir des individus, un retour aux sources, mais qu'il faudrait mettre en œuvre, parce que véritablement on l'a pas, véritablement aux sources du développement social. Mais la difficulté, je me permets de le ressouligner, c'est que la mise en œuvre de cette orientation-là, dont on parle déjà depuis une dizaine d'années quand même, mais ça implique un changement en profondeur radical de notre posture française, une révolution culturelle de nos pratiques professionnelles. C'est le rapport au pouvoir qui est en question dans notre société, c'est-à-dire le passage d'un pouvoir vertical, sectoriel, à un pouvoir démythifié, plus décontracté, plus horizontal et participatif. C'est peut-être ça la vraie révolution culturelle. Alors juste pour conclure, parce que je passe très vite, sur quelques propositions pour notre débat, pour avancer donc vers une gouvernance plus participative et démocratique, je crois qu'il y a quelques enjeux importants. Le premier, je l'ai dit en creux dans mon exposé, c'est clarifier la conception et les finalités de la démocratie participative, et son lien avec la démocratie représentative. Ce n'est pas une menace pour la démocratie représentative, mais un enrichissement. Et donc, il faut qu'on clarifie ce sujet parce que les élus, c'est quand même les acteurs qui résistent le plus, en réalité, à la participation. Donc, c'est ce fameux bon dosage. Alors, il n'y a pas de recette, entre démocratie continue et démocratie représentative. Deuxièmement, la qualité de la démocratie participative est plus élevée si elle est organisée, où les règles sont claires au départ sur les attendus de la démarche, sur la place et le rôle de chacun, et auquel on peut se référer en cas de désaccord. Cette dynamique de coproduction dépend aussi de la qualité de l'animation des débats, parce que le passage de la plainte, j'allais dire, à la proposition, elle n'est pas automatique, elle s'organise dans un cadre formel, et la qualité de l'animation est tout à fait importante, et donc il me semble, en tout cas je l'ai observé dans des villes comme Strasbourg, voire Bordeaux, etc., une animation des débats par des professionnels neutres, donc pas par des élus, comme trop souvent on l'observe, me paraît important. Pour le dire en un mot plus percutant, il faut dépolitiser l'organisation de la démocratie participative pour repolitiser le débat. La mise en convergence de différents outils, c'est aussi un moyen de récupérer les habitants toujours absents. Pourquoi ne pas imaginer des rapprochements, ça se fait parfois, entre les centres sociaux et les conseils de quartier. Un autre principe, et je dirais que c'est tout un des grands enjeux des futurs États généraux du travail social qui est organisé par le gouvernement pour 2014, c'est que tout ça implique aussi un repositionnement des professionnels et des intervenants locaux, notamment des travailleurs sociaux. Je crois qu'il faut engager les conditions d'un repositionnement progressif et stratégique du travail social dans une approche, je vais le dire simplement, territoriale et participative. Ça me paraît un chantier dans le chantier. En temps de crise, l'accompagnement individuel est absolument incontournable, mais ça devient aussi un piège, car on a du mal, au bout d'un certain temps, à sortir le travail social d'une approche curative, assistentielle, centrée sur l'urgence. Et trop souvent, le travail social est enfermé dans la réparation au détriment d'une approche plus préventive.
la mobilisation des liens avec la société civile, si on veut qu'elle soit considérée comme un acteur, en tout cas, me semble évidemment une des conditions fondamentales de revitalisation de nos institutions, de droit commun, et du projet de vivre ensemble, de cohésion sociale à l'échelle de la proximité des territoires, des villes, de là où on vit au quotidien.